Artificielle, elle est au menu d'un sommet aujourd'hui à Paris et d'un discours qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Le président qui a reçu hier soir des sommités sur la question avec un message à faire passer. L'Élysée se préoccupe de rendre ces changements profitables à l'humanité dans son ensemble. C'est dit comme ça, nous voilà donc rassurés. Alors avant de mobiliser tous nos neurones, écoutons ce qu'en dit Jean-Gabriel Ganassia. Il est chercheur en intelligence artificielle et président du comité d'éthique du CNRS. On l'écoute, on écoute Jean-Gabriel Ganassia. Il y a énormément de domaines où les performances des programmes d'intelligence artificielle sont supérieures à ceux des hommes. La question, c'est de savoir est-ce que les machines sont meilleures que nous tout le temps sur l'ensemble des tâches. Non, les machines sont spécialisées sur une activité particulière où elles peuvent nous dépasser. Et justement, ça veut dire qu'il ne s'agit pas avec la machine d'avoir un alter ego, c'est-à-dire un double de nous-mêmes qui nous renverserait. Au contraire, il s'agit d'être accompagné, de faire faire à la machine ce que nous faisons mal, parce qu'elle le fait mieux, mais pour la servir à nos propres besoins. Donc, asservir à nos propres besoins. Ce sont ces propos, Jean-Gabriel Ganassia, qui était interviewé par notre journaliste Élodie Bougouin et qu'on peut retrouver sur Figaro Live dans un reportage un peu plus long. Alors, ça vous fait peur, l'intelligence artificielle ? Je crois que question si vous voulez, basique, mais... On parlait de la peur de l'inconnu. D'abord, c'est une technologie. Donc, comme toute technologie, elle peut devenir un bien ou un mal suivant ce que l'homme en fait. C'est vrai que c'est une technologie qui a deux caractéristiques. D'abord, cette révolution, elle va beaucoup plus vite que les précédentes, et puis elle touche tous les secteurs d'activité. C'est pas seulement des gens qui produisent ou qui ont des emplois subalternes. On l'a vu dans le rapport Villani, santé, transport. Oui. Voilà, les avocats, les médecins, les journalistes, les professeurs avec les MOOCs. Donc, et c'est vrai qu'elle change quand même le rapport de l'homme avec la machine, puisque jusqu'à présent, la machine n'était que le prolongement de l'homme, et là, la machine peut devenir meilleure que l'homme. Mais ce qui a été dit, c'est qu'elle peut devenir meilleure, pour l'instant, sur des aspects spécialisés. Prenons la chirurgie de l'œil. Il vaut beaucoup mieux aujourd'hui être opéré par une machine que par un chirurgien un peu tremblotant. Voilà. Et donc, c'est un exemple, mais un exemple parlant. Alors, ensuite, les risques et les opportunités. Il y a des vraies chances. D'abord, ça peut permettre de faire redémarrer l'économie des pays développés. Ça peut permettre de régler nos problèmes de productivité. C'est évidemment très bon pour la connaissance, pour la diffusion des connaissances. Et les risques, ils viennent de quoi ? De ce qu'on a vu un peu, c'est-à-dire que cette activité avec les géants de la Silicon Valley, c'est une activité qui s'est développée en dehors du droit du travail, en dehors de la fiscalité, en dehors du respect du droit sur les données, qui sont quand même le cœur de tout ça, et puis en dehors de toute forme de régulation ou d'éthique, parce que c'est finalement Google et Facebook qui décident. Ce slogan, en tout cas cet affichage de l'Élysée disant tout ça, ça va se faire, c'est quoi leur terme déjà, dans un esprit de... Voilà, Alors pour que ça peut se faire et c'est ce que j'indiquais, pour que ça se fasse dans l'intérêt de l'humanité, ce qui est parfaitement possible, ça veut dire qu'il va falloir se préoccuper de ce qu'on a dit, de réintégrer ça dans un minimum d'état de droit, dans un minimum de régulation et dans un minimum d'éthique. Vous y croyez à la régulation sur ce sujet, Christophe Devoc ? Je pense que Nicolas Bavrez ne me contredira pas, à condition qu'on ne tombe pas dans nos deux travers français, c'est-à-dire un délire réglementaire et une débauche de financement public, et qu'on parte vers un nouveau plan calcul, comme on sait si bien les faire. Emmanuel Macron vient d'annoncer dans son discours que 1,5 milliard d'euros allait être consacré jusqu'à la fin du quinquennat à cette question de l'intelligence, enfin ce domaine de l'intelligence artificielle. Et voilà, ça, 1,5 milliard d'euros d'argent qui vient... De nos petits travers, vous savez, comme dans beaucoup de domaines, avec la bioéthique, etc., il ne faudrait pas que notre folie réglementaire nous fasse prendre du retard, et un retard décisif, comme dans... Mais retard qu'on a déjà, apparemment. Alors, justement, donc n'aggravons pas encore les choses. Et je pense que Emmanuel Macron a bien tout à fait compris les enjeux, mais ça ne se décrète pas. C'est pas un décret. Il y a des enjeux stratégiques pour la France, parce qu'il y a un savoir-faire français, comme on dit. Oui. Il y a notamment des chercheurs qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle, et il ne faudrait pas qu'ils finissent dans les laboratoires des géants américains. Mais justement, ça demande un environnement fiscal, de formation, dont l'État a la responsabilité, mais je ne pense pas que ça va se décréter
par un arrêté qu'on peut donner qui est très simple voilà. Sur la responsabilité de l'État. On a effectivement des chercheurs, vous l'avez dit, remarquables du capital humain. En matière de santé, on a les plus importantes banques de données du monde développé. Elles sont complètement stérilisées, bloquées par la CNAM, qui refuse qu'on puisse y accéder. Donc, pour des raisons parce qu'elle considère que ces données appartiennent à la CNAM, qu'elle est la seule gardienne de leur intégrité, et donc elle refuse de les mettre à la disposition et de la communauté scientifique et des entreprises. Donc, nos chercheurs, et comme par ailleurs, là, il y a une réglementation en matière d'essai qui est aussi beaucoup trop qui ligote les gens. Donc, aujourd'hui, de fait, en matière, par exemple, de santé et de tout ce qui est biotechnologie qui sont fondamentales, c'est vrai que nos meilleurs chercheurs, ils sont à Boston. À propos, Emmanuel Rivière, est-ce qu'il n'y a pas une petite divergence entre eux? Je voyais un sondage, alors je ne sais plus, d'un institut américain, je vais vous donner la source exacte dans un instant, qui disait 75% des dirigeants d'entreprise trouvent que c'est une bonne chose, l'intelligence artificielle, mais il n'y a que 46% des salariés qui sont d'accord. Et on a la même je vous cite ma source dans un instant. dans les enquêtes en France. D'ailleurs, c'est assez rigolo, puisque selon la manière dont on va poser la question, on va avoir des avis plutôt positifs. En fait, les gens trouvent que l'intelligence artificielle, c'est excitant, prometteur, et c'est dans cette vision du progrès, et c'est dans l'ambiguïté du progrès, et donc ça fait aussi peur. Sur deux dimensions, en fait. Il y a cette peur, alors plus ou moins construite, peut-être un peu fantasmée, de cette suprématie un jour de la machine sur l'homme, qui est véhiculée par la fiction. Il y a une peur beaucoup plus immédiate, qui est la disparition des emplois liés à l'intelligence artificielle. Ce qui je trouve symptomatique, d'ailleurs, de nos sociétés, la manière dont on évolue. Je pense que quand les premiers tracteurs ont remplacé les charrues qu'on tirait avec des bœufs, on ne faisait pas beaucoup de sondages, mais j'imagine assez que les gens se sont dit, voilà qui va faire disparaître un travail extrêmement pénible. L'historien confirme. Et aujourd'hui, le premier réflexe, quand on dit que l'intelligence artificielle, ça va détruire des emplois. Ça va faire disparaître du travail avant tout répétitif et mécanique. Et mais les gens ne retiennent que ça va faire disparaître mon emploi. Je cite, fausse promise, fausse due, la source des chiffres que je donnais, c'est le Boston Consulting Group. Voilà. Mais l'historien dit aussi que, pour revenir au tracteur par exemple, quand on mesure le temps qu'il a fallu pour la diffusion des innovations, il a fallu 160 ans pour la machine à vapeur, il a fallu 100 ans pour le moteur électrique, il a fallu 50 ans pour l'ordinateur, et il a fallu 10 ans pour le mobile et Internet. Aujourd'hui, on a 4 milliards 8 sur les 7,6 milliards d'humains qui ont un mobile, ou voire deux, et qui ont accès à Internet. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une différence dans la vitesse et le fait que, contrairement à ce que pensent les dirigeants, vont être touchés autant que les ouvriers sur cette révolution-là. C'est ça qui est intéressant. En matière de création d'emplois, je voyais par exemple Microsoft qui a annoncé qu'ils allaient mettre le paquet en France et qu'à la clé, il y aurait 3000 emplois. Alors, c'est beaucoup 3000 emplois ou c'est pas beaucoup? C'est beaucoup, ce sont des emplois hautement qualifiés pour développer les programmes, parce que c'est du software, c'est du programme. Donc il faut déjà, c'est vrai que l'intelligence artificielle crée de la valeur et crée des emplois par son simple développement. Après, elle en tue d'autres, parce que toutes les tâches répétitives, il ne s'agit pas uniquement de tâches absurdes, il s'agit aussi de tâches hautement qualifiées, du diagnostic médical, de l'expertise juridique. Enfin, là, ce sont les cols blancs qui vont être touchés. Et ces tâches-là vont disparaître. Alors il y a des querelles d'experts entre la destruction, est-ce qu'elle sera créatrice ou pas, est-ce que le solde sera positif et quels seront les emplois de demain? Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand débat qui s'est ouvert parmi les économistes pour essayer de déterminer l'impact de ces nouvelles technologies. En fait, personne n'en sait rien exactement. Oui. Voilà. Alors, il y a eu des choses très différentes. Mais si on prend par exemple, l'homme restera... Prenons l'exemple de l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, ça c'est vrai que ça va être entièrement robotisé et le robot sera bien meilleur que l'homme parce qu'il aura beaucoup plus de clichés en tête. Mais il faudra bien faire l'interface entre la machine qui ira plus vite que l'homme pour faire... Et puis le patient qui est en face. Oui, continuer à avoir un... sur cette question, vous êtes assez ça traduit assez bien ce qu'on dit autour de cette table. L'intelligence artificielle vous fait-elle peur? Oui, 44%, non 56%. On sent que... De toute façon, elle se fera
De toute façon, elle se fera ou avec nous, ou c'est nous qui ne serons pas avec elle. Alors, nous avons Cravate qui nous dit, Cravate c'est le surnom de notre internaute, l'intelligence artificielle est créée par l'homme, donc c'est comme un enfant, s'il fait n'importe quoi, c'est parce que les parents font n'importe quoi. SGD, tout ce que j'en retiens, c'est que l'on va débloquer 1 milliard, c'est même 1,5 milliard pour ce projet, et je me demande si ce milliard ne serait pas mieux utilisé ailleurs. Laurent nous s'interroge, va-t-on mettre le salaire universel si on remplace l'homme par le robot? Bonne question. C'est une question. Et l'artichaut, la protection de la vie privée doit être renforcée. Big data égale big trouble. Alexandre, c'est juste une machine qui ne fait que répéter les tâches qu'on lui donne, elle ne pense pas par elle-même. Et Gis, dans les campagnes, ça peut servir pour les consultations chez son médecin si éloignement. Alors, sur le fait que la machine ne pense pas par elle-même, ça c'est faux. C'est toute la différence. Le jeu de dames, c'était en 1970, il a été programmé. De même que Kasparov a perdu aux échecs contre une machine qui avait été programmée par l'homme. Pour le jeu de Go, le champion du monde de Go a été battu par Google Go, qui a été créé par mais c'est la machine qui a appris à jouer par elle-même, et c'est en jouant contre elle-même qu'elle est devenue meilleure que le champion du monde. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que... Mais c'est spécialisé, c'est une machine qui ne fait que du jeu de Go. Oui, mais qui est meilleur qui a appris par elle-même et qui est meilleur que l'autre. Est-ce qu'un jour une machine écrira des romans Oui, mais elle ne pourra pas faire des sondages. Oui, mais c'est ça. La question dernier point là-dessus. Oui. Sujet passionnant. Mais voilà, je pourrais réagir en me disant, mon Dieu, quelle catastrophe ou quel bonheur elle fera. Le fait de remplacer des travaux humains par la machine n'amenuisera pas la création de richesse. Je pense même qu'elle va la multiplier. Et c'est intéressant de voir le rapport que nos sociétés ont au travail. Plutôt que de se dire, ah ben là, il y a une opportunité finalement de faire autre chose, de créer, d'avoir plus de loisirs, d'être engagé dans ce qu'on ne peut pas faire quand on a beaucoup de travail, dans des actions humanitaires, etc. Il y a une crainte. Il y a une première réflexe qui est un réflexe de crainte. C'est-à-dire que l'idée du remplacement du travail par la machine suscite le sentiment d'une perte. Et donc, il faut inventer le modèle social qui va avec. C'est ça, en fait, la question. C'est pas tellement savoir si l'intelligence artificielle va venir ou pas, elle viendra. Mais quel est le modèle sociétal qui va avec ça et la question, peut-être que l'intelligence artificielle répondra. On arrête là sur ce sujet parce que je pense qu'il est inépuisable. On va parler des impôts. Ça sera bien le 1er janvier 2019. Pas de moratoire pour le prélèvement à la source. La réforme qui prend déjà l'allure d'un casse-tête pour le contribuable moyen et qui peut devenir aussi un casse-tête pour le gouvernement qui va devoir faire preuve de pédagogie pour expliquer aux Français l'échange